Alors, le Rambam, étude. Voilà, alors, petite dédicace, hein. On a vu ta vidéo où tu nous épargnes de cette nouvelle donzelle qui qui veut présenter une loi pour sauver l'accouplement des pigeons et des rats. Ça nous fait bien rire. Tu nous parles de Paris, ok, je veux bien. Moi, je suis dans le nord, dans le sud. Dans le Nord. Dans le nord, ouais, c'est bon, laisse tomber. Moi, je suis dans le sud, à Perpignan. À savoir que c'est la ville la plus sale d'Europe. Donc, à un moment donné, tu vois, les rats ici, c'est devenu des animaux, comment dire, domestiques. Hein, comme les cafards, un peu, tu vois. Ils les promènent en rue. Et justement, aujourd'hui, en passant près de la rivière qui est en bas de chez nous, enfin, du ruisseau qui est en bas de chez nous, on a vu un massacre, je te dis même pas. Hein. Même un Yorkshire, c'est plus léger que ça, quoi. Donc t'imagines la taille, il devait faire au moins 45-50 cm de long. Le truc, en train de nager dans le cours d'eau, tranquille, il a accosté sous les arbres, il a été se mettre au sec, tranquille et tout. La taille d'un caniche, quoi. Et puis en plus ici, la communauté, je ne dirais pas laquelle, hein, parce que pour une fois, c'est pas ce qu'on vit d'habitude, etc. Mais bon, vu qu'à force de se reproduire entre eux, on sait plus lequel est et lequel n'est pas, hein, ou qui est qui, on va le dire comme ça. En fin de compte, ils leur donnent même à manger, quoi. Ils les nourrissent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc automatiquement, pour ce qui est de se reproduire, on n'a pas besoin de sa loi. Et puis les pigeons à Perpignan, je te dis pas, hein, ça serait plutôt du style, ça va, quoi. Hein, tu les trouves carrément en train de clamser sur le bord du trottoir et ils mettent 3 semaines, 15 jours à être ramassés, quoi. Donc à un moment donné, quand ça commence à pesanter, ça commence à devenir un peu plus périlleux que de les voir voler et te chier sur la carrosserie de la voiture. Voilà. Donc c'est vrai que cette dame, elle ferait mieux d'aller faire une loi, tu vois, justement, pour au lieu d'essayer d'euthanasier nos vieux, il ferait mieux d'essayer d'euthanasier leurs conneries, quoi. Ça nous rendrait un gros service. Voilà. Non, mais je parle comme ça. Je suis pas vieux, j'ai 64 ans. Voilà, donc voilà, vous êtes tous au courant. 6 et 4. Voilà, l'année de mon frère, quand il est né, 1964, au mois d'octobre. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Il aurait mieux fait de rester là où il était, dans les couilles à mon père. Au moins, ça nous aurait évité qu'il nous casse les couilles. Et pourquoi tu dis ça? Oh, excusez-moi de parler comme Et ça. pourquoi tu dis 6 et 4? Pourquoi tu dis 64? Bah, si c'est 4-10. Oui. Et moi, Bon, allez, on y va. Et moi, ça fait quoi, 48? Donc ça fait 8 et 4, 12. Quoi, 48? J'ai 48 ans. Mais non, mais 64. Non, mais. Bon, allez. Non, mais j'ai bien compris, 10. Allez, roule. Ouais, non, on rigole parce que là. L'âge de la sagesse. Et peut-être de la raison, va savoir. Bon, en attendant, je suis pas prêt de baisser les bras. Donc, on reprend la lecture. Ouais. Ni de baisser le reste. Voilà, comme ça, vous êtes bien au courant. Ah ouais, non, c'est. C'est un comble. C'est un comble, mais ça bouge pas les trous. Oui, j'ai la bêtise aujourd'hui, j'ai la bêtise. Et pourtant, j'ai rien bénave. Ah ouais, non. Et c'est pas faute d'avoir cherché. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut autour de chez moi. Rien qu'à l'honneur, déjà, tu prends, tu consommes. Mais bon, il n'y a pas besoin de plus, hein, en réalité. Je viens de m'apercevoir que, avec le fait d'aller faire un tour dans les jardins, dans les parcs autour, et puis dans ma cage d'escalier, j'en ai assez pour la soirée, quoi. Ah ouais, c'est ça le pire, c'est que. Et le pire, c'est gratuit. Merci HM. Ah ouais, non, c'est-à-dire qu'on est dans la chambre à coucher, même si on fume rien, on est déjà drogué, quoi. Bon, à notre insu, ce qui est quand même problématique, hein. Mais, Moi, en y réfléchissant, ça fait une grosse économie, quand même. On va monter un club. mais bon, c'est vrai qu'on a. Ah ouais, la non. défonce passive. Non, mais. venant quand même du 9. ouais. Non, mais venant du 9-3, ça, on l'a jamais vu, quand même. Voilà, ouais. C'est comme la première fois que tu passes rue Lucien à Perpignan et que tu vois les machines voler du 4e jusqu'au rez-de-chaussée, quoi. Je parle de machines à laver, sèche-linge,
téléviseurs, etc. quoi. Que nous, on a été éduqués du style, tu laisses pas un pot-fleur non attaché parce que tu sais que ça peut blesser quelqu'un. Mais bon, eux, apparemment, blesser quelqu'un, ça fait pas partie de leur matrice, quoi. Donc, vous comprenez, les machines à laver, pour eux, c'est... Par contre, quand t'arroses tes plantes et que ça coule sur comment dire, le balcon du voisin, là, ils sont prêts à te faire une pétition, à aller chercher le gardien et à te faire la misère, quoi. Ah oui, voilà. Alors qu'ils jettent des machines à laver par la fenêtre. Ils sont côté les poubelles. Non, mais c'est à mourir de rire, quoi, quand même. Bon, allez, on va arrêter parce que là, si on commence à partir dans notre bêtise, on n'est pas prêt de s'en sortir. Ouais. Bon, bref. Bah ouais, je sais pas. Bah oui, il y a le lancer de nains qui a été interdit. On aurait bien fait aussi d'interdire le lancer de produits ménagers, quoi. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Ouais, puis c'est comme la brave dame qui vient de laver son sol de son appartement et qui va sur le balcon du troisième et qui balance ton eau sale, quoi. Voilà, Non, c'est la même. Toi, t'as garé ta voiture en dessous, ou tu passes avec ta gamine ou avec tes courses, t'es tranquille, hein, t'as pris ta douche, hein. Oui, mais bon, c'est pas forcément la bonne douche. non, ou alors le couloir qu'ils ont confondu avec les toilettes, quoi, en vérité, ou avec la poubelle, parce que apparemment les parties communes, ils ont cru que c'était pire que l'extérieur, c'est-à-dire. Non, mais c'est-à-dire que les parties communes, eux, ils croient que c'est une aire d'hébergement gratuite. Voilà. Je te connais, je t'ai croisé au carrefour, salut, tu vas bien? Je vais venir squatter dans ton escalier toute la nuit. Et puis ils croient que c'est une déchetterie. Ils pissent, ils mangent, ils mettent tout par terre. Je sais pas. Ça fait partie de l'intérieur, quoi. Je sais pas où ça a bugué. Si c'est à la maternelle qu'on leur a dit vous n'êtes pas des animaux, qu'ils ont commencé à se rebeller, tu vois, ou si c'est plus tard qu'ils ont pris un coup derrière la tête, mais à un moment donné c'est sûr que ça a bugué, quoi. Non, mais moi je pense que c'est blesser les animaux parce que même dans une étable, moi je sais ce que c'est qu'une étable, c'est pas dans cet état-là une étable. Bah, c'est pas là avec les animaux, ils chient pas là où ils mangent, quoi. Donc voilà. Voilà. Ou du moins ils sont rares ceux-là. Donc allez. Bon allez, on va arrêter parce que. Bon alors, 24 IAR, 5785, commandement positif numéro 217. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint, de selon lequel la veuve du défunt doit accomplir à l'égard de son beau-frère, qui ne veut pas l'épouser, le rite de déchaussement. Selon le verset, elle lui ôtera sa chaussure du pied. Oh, comme Cendrillon. La disposition relative à ce commandement sont expliquées dans le traité consacré à ce problème. Le traité Yébamot. On connaît la règle édictée par nos maîtres. Le mariage, selon les règles des libérates, est un commandement plus important que le rite du déchaussement. C'est pourquoi on a nommé ce traité Yébamot, bien qu'il traite à la fois des lois du libérate et de celles relatives au rite du déchaussement. Alors, 3 prakim. L'ombre que vous avez vu passer, c'est simplement un avion. Il paraît qu'ils volent pas trop bas ici. Ils volent pas trop bas, mais ils font de l'ombre à mon téléphone. Et puis, ils respectent les couloirs. Alors que normalement, au niveau des habitations, normalement, ils ne devraient même pas passer. Mais bon, c'est pas grave. C'est Perpignan. Ah bah, de toute façon, toute la ville, en fin de compte, l'aéroport, il navigue sur toute la ville. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a vraiment un gros problème. Non, mais ils ciblent les quartiers aussi. Hein? Ils ciblent les quartiers. Non, mais même au centre-ville, rappelle-toi, on a vu au centre-ville. Oui, bah, c'est comme le quartier historique, hein. Quand on voit l'état du quartier historique de Perpignan, c'est un quartier historique à la base, hein. Mais quand on voit l'état, vous avez vu Cassagne, vous avez vu... Bah, disons que les gens qui font de l'archéologie, ils n'ont pas besoin de venir avec leur pelle et leur pinceau ou leur bulldozer pour creuser, hein. Simplement, avec les pieds, tu pousses un peu, tu trouves des vestiges, hein. Bah là, quand ils ont refait la rue Augustin, on s'est aperçu, comme ils ont refait la rue Augustin, que toutes les maisons, c'est un château de cartes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de fondation. Et ils veulent te louer ça en commerce, comme en commerce, etc. à des prix faramineux, hein. Même les appartements. Non, mais sachez-le quand même, avant d'acheter, renseignez-vous bien quand même. Ouais, si vous voulez vous installer à Perpignan, c'est pas la meilleure idée que vous avez eue. Bon, allez. Oui, bon, pardon, on plombe un peu Perpignan, ouais, mais ils nous le rendent bien. Alors, 24 Iyar, 5785, c'est faire Nashim, loi relative au hiboum et à la Ralitza, chapitre 3. Celui qui dit, voici mon fils, ou j'ai des enfants, il est cru et il libère sa femme de l'obligation de la Ralitza et du hiboum en cas de mort. S'il a dit, voici mon frère, ou j'ai des frères, il n'est pas cru pour rendre sa femme interdite et la laisser assujettie au yavam, car on considère que son intention est de la rendre interdite après sa mort.
Si il est reconnu qu'il a des frères et qu'il dit à l'article de la mort, je n'ai pas de frère, il n'est pas cru. Et ce même, s'il dit de celui qui est reconnu comme son frère, ce n'est pas mon frère, il n'est pas cru. S'il n'est pas reconnu qu'il a des frères et que le bruit court qu'il a des témoins qui attesteront que son mari a des frères et que les témoins se trouvent dans un autre pays, même si le mari a dit à l'article de la mort, je n'ai pas de frère. La femme prend en considération cette rumeur et elle attendra que les témoins dont les gens ont parlé viennent et soient questionnés. Celui qui a forniqué avec une femme, célibataire ou mariée, si celle-ci est devenue enceinte et qu'il dit « ce fœtus est de moi », bien que l'enfant soit considéré comme son fils en ce qui concerne l'héritage, il y a doute au regard du hiboum, même si la femme admet que cet enfant est bien de lui. De même qu'elle s'est dévoyée avec celui-ci, de même s'est-elle dévoyée avec un autre, et d'où pourra-t-on donc savoir avec certitude qu'il s'agit bien de son fils? Voilà, qu'il n'y a pas de présomption. Le doute subsiste donc, et on applique la loi dans le sens de la rigueur, et par conséquent, la femme de cet homme doit procéder à la khalitsa, mais ne peut pas être prise en hiboum. Un unique témoin est cru pour témoigner à propos de Yevama de la mort de son mari, et celle-ci accomplit le hiboum sur la base de sa déclaration. Il est pareillement cru pour attester que son Yavam est mort et que son défunt mari a eu un fils, pour la rendre ainsi permise à un autre homme. Même un esclave ou une femme, ou encore un gentil qui parle en toute innocence, sont crus pour témoigner de la mort du Yavam, tout comme ils sont crus pour témoigner concernant une femme mariée de la mort de son mari pour l'autoriser à se remarier, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives à la répudiation. Les 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner chacune pour l'autre de la mort de son mari ne peuvent pareillement pas témoigner chacune pour l'autre de la mort de son Yavam. La loi qui régit le témoignage de la mort du Yavam est la même que celle qui régit le témoignage de la mort du mari en ce qui concerne les témoins qui se contredisent l'un l'autre sur la mort du Yavam et en tout point. Soit 2 Yevamot, c'est-à-dire 2 femmes mariées à 2 frères, venus d'outre-mer. L'une dit « mon mari est mort » et l'autre dit « mon mari est mort ». Dans pareil cas, aucune des deux n'a le droit de se remarier du fait que l'éventuelle obligation de hiboum ou de khalitsa avec le mari de l'autre, car sa Yevama n'est pas crue pour témoigner pour elle de la mort de son Yavam, comme nous l'avons expliqué. Sur l'une d'elles a un témoin de la mort de son mari. Celle qui a un témoin demeure interdite, car elle n'est pas interdite du fait de son mari, mais du fait de son Yavam. Et celle qui n'a pas de témoin de la mort de son mari est permise, car un témoin a témoigné de la mort de son Yavam, et elle est digne de foi pour dire « mon mari est mort ». Si l'une a des enfants de son défunt mari et que l'autre n'en a pas, celle qui n'a pas d'enfants est interdite et celle qui a des enfants est permise. S'il y a un autre Yavam, c'est-à-dire que les 2 maris morts sont sans enfants ont laissé un 3e frère, il accomplit le hiboum pour les 2. Si ce Yavam, le 3e frère qui a accompli avec elle le hiboum, est décédé sans enfant, elles n'ont pas le droit de se remarier avec un autre homme, comme initialement. Si elles ont accompli le hiboum et ont répudié, elles sont permises à un autre homme. Bien qu'une femme soit digne de foi pour dire « mon mari est mort », et elle pourra se remarier ou accomplir le hiboum, une Yevama n'est pas digne de foi pour dire « mon Yavam est mort », de manière à pouvoir ainsi se remarier avec un étranger. Étant donné que l'interdiction pour une femme sujette au hiboum de se marier avec un autre homme relève seulement d'un lave, peut-être cet interdit sera-t-il léger à ses yeux. Et de même, un Yavam n'est pas digne de foi pour dire « mon frère est mort ». De manière à prendre sa femme en hiboum, de crainte qu'il n'ait jeté son dévolu sur elle. Une femme n'est pas digne de foi pour dire « ma sœur est morte », de manière à entrer dans sa maison, c'est-à-dire épouser le mari de cette sœur. Et un homme n'est pas digne de foi pour dire « ma femme est morte », de manière à épouser la sœur de cette dernière. Il faut que 2 témoins témoignent de sa mort et ensuite sa sœur pourra entrer dans sa maison, car les sages n'ont ajouté foi au témoignage d'un unique témoin que pour permettre une femme délaissée à Gona, comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi une femme qui est partie en outre-mer avec son mari et son Yavam et qui s'en est revenue et a dit « mon mari est mort » et ensuite « mon Yavam est mort » ou bien d'abord « mon Yavam est mort » et ensuite « mon mari est mort ». Elle n'est pas crue. Mais si elle est partie seule avec son mari et qu'elle s'en est revenue et a dit « j'ai eu un Yavam outre-mer, mais il est mort », qu'elle ait dit « mon Yavam est mort et après mon mari est mort », ou bien « mon mari est mort et après le Yavam que j'ai eu est mort », elle est crue, car la bouche qui a interdit, c'est-à-dire qui a établi l'interdiction en disant « un Yavam est né », et celle qui a permis en affirmant qu'il est mort. Ave Shalom.
Une femme qui est partie avec son mari et son fils outre-mer et qui s'en est revenue et a dit « Mon mari est mort et ensuite mon fils est mort ». Elle est crue car au moment où elle est partie, elle était dans une situation où la présomption était qu'en cas de mort de son mari, elle serait permise à un étranger. Si elle a dit « Mon fils est mort et ensuite mon mari est mort », elle n'est pas crue pour accomplir le hiboum. Toutefois, on prend ses paroles en considération. Elle doit accomplir la khalitsa mais ne peut pas être prise en hiboum. Avec shalom. Si elle est partie seule avec son mari et qu'elle est revenue et a dit « J'ai eu un fils outre-mer et il est mort, puis mon mari est mort », elle est crue et accomplit le hiboum car elle était présumée permise à son yavam en cas de décès de son mari au moment où elle est partie. Si elle a dit « Mon mari est mort et ensuite le fils que j'ai eu est mort », elle n'est pas crue pour se libérer de l'obligation du hiboum et de la khalitsa. Et on prend en considération ses paroles de sorte qu'elle doit accomplir la khalitsa mais ne peut pas être prise en hiboum. Avec shalom. Alors, dans quel cas dit-on que l'on procède à la khalitsa? Si elle était initialement disqualifiée pour se marier avec un Kohen, par exemple si elle était divorcée ou halala, ou bien si elle a dit « nous étions dans une grotte lorsqu'il est mort », mais s'il n'en est pas ainsi, elle ne doit pas accomplir la khalitsa de crainte qu'elle accomplisse la khalitsa et que se présentent ensuite des témoins qui attestent que les faits se sont passés comme elle l'a dit. C'est-à-dire que le mari est mort le premier avant l'enfant. Cette khalitsa n'aurait donc aucune valeur si elle se mariait avec un Kohen. Celui qui verrait qu'elle a accompli la khalitsa et s'est mariée avec un Kohen penserait qu'une femme ayant accompli la khalitsa est permise à un Kohen, ignorant la venue des témoins. C'est pourquoi elle n'accomplira ni la khalitsa ni le hiboum, mais restera sujette ainsi au hiboum comme lorsqu'elle est partie jusqu'à ce que viennent des témoins. Et de même, dans le cas d'une femme dont le mari et la rivale sont partis outre-mer, et deux témoins sont venus et ont dit « Ton mari est mort », elle ne pourra jamais accomplir ni la khalitsa ni le hiboum tant que l'on ne saura pas si la rivale a eu un enfant ou non. Et pourquoi ne pourrait-elle pas accomplir la khalitsa après 9 mois à compter de la mort du mari, et elle serait alors permise à un autre homme en tout état de cause. En effet, de deux choses l'une. Si sa rivale a mis au monde un enfant, voilà qu'elle est elle aussi libérée de l'obligation de la khalitsa et du hiboum. Et sinon, voilà qu'elle a accompli la khalitsa. C'est là un décret de crainte que l'on apprenne après la khalitsa que sa rivale a mis au monde un enfant viable. Il s'avérerait donc que celle-ci n'a pas le statut d'une femme ayant reçu la khalitsa et elle se marierait donc avec un Kohen après avoir reçu la khalitsa. Celui qui verrait cela en ignorant la venue des témoins se dirait donc qu'une femme ayant reçu la khalitsa est permise à un Kohen et il témoignerait à l'avoir vu se marier avec un Kohen avec l'aval du tribunal. C'est pourquoi si elle était initialement interdite à un Kohen, elle accomplira la khalitsa 9 mois après le décès de son mari. Elle pourra se marier avec un autre homme. En revanche, si cette rivale qui était avec son mari au moment où il est mort attendra 90 jours, comme les autres yevamot, et elle accomplira la khalitsa ou le hiboum sans se préoccuper de la possibilité que l'autre femme de son mari dans l'autre pays ait un enfant, dès lors que son mari ne se trouvait pas avec elle dans le même pays. Une femme dont le mari est mort et dont la belle-mère se trouve outre-mer ne prend pas en considération le fait que cette dernière a peut-être eu un enfant et donc qu'elle a dès lors un yavam qui se trouve dans cet autre pays, car les sages n'ont pas appliqué de décret dans pareil cas. Plutôt, on s'en remet à la présomption dont elle était l'objet et elle est permise à un autre homme. Il en va de même pour une femme dont le mari est mort et qui avait un fils dans un autre pays. Elle est permise à un autre homme et on ne prend pas en compte le fait que son fils est peut-être mort avant le décès de son mari, de sorte qu'elle est sujette hiboum. Plutôt, on s'en remet à la présomption dont elle était l'objet. Si sa belle-mère est partie outre-mer alors qu'elle était enceinte, elle doit prendre en considération le fait que sa belle-mère a peut-être eu un fils. Elle ne se remariera pas avec un autre homme avant d'avoir eu connaissance de l'issue de la grossesse de sa belle-mère, car peut-être un yavam est né avant la mort de son mari. Soit le cas d'une femme dont le mari et le fils sont partis outre-mer, et des témoins sont venus et lui ont dit « Ton mari est mort et ensuite ton fils est mort ». Et elle s'est remariée, puis elle a appris que ces événements s'étaient déroulés dans l'ordre inverse. Elle doit quitter son second mari et l'enfant qu'elle a eu de lui est légitime. S'ils lui ont dit « Ton fils est mort et ensuite ton mari est mort », et qu'elle a accompli le hiboum et a ensuite appris que ces événements s'étaient produits dans l'ordre inverse, elle doit quitter son yavam et l'enfant qui est né de l'union avec le yavam avant ou après la nouvelle est un mamzer. Alors, Sefer Nashim, loi relative au hiboum et à la khalitsa, chapitre 4. Comment se déroule la mitzvah de la khalitsa?
La Yevama se rend auprès du Yavam dans le lieu où il se trouve et se présente devant les juges. Ceux-ci appellent le Yavam et lui donnent un conseil approprié pour lui et pour elle. S'il est souhaitable d'accomplir le hiboum, il lui conseille de procéder au hiboum. Et s'il est souhaitable d'accomplir la ralitza, par exemple, si elle est jeune tandis que lui est âgé, ou si elle est âgée tandis que lui est jeune, il lui conseille de procéder à la ralitza. Les juges doivent au préalable fixer le lieu où ils séjourneront et ensuite elle procédera à la khalitsa devant eux. Comme il est dit, Deutéronome 25:7. Et sa Yevama montera à la porte vers les anciens. Si les juges n'ont pas convenu de la séance et n'ont pas établi l'endroit, mais que lui et elle se sont retrouvés par hasard devant eux et ont procédé à la khalitsa, sa khalitsa est valide. On apprend à la Yevama et au Yavam le dicton de leur texte jusqu'à ce que lui et elle y soient habitués et qu'elle soit capable de dire lo hava. Il ne veut pas. D'un seul souffle et ensuite yab mi. Me prendre en hiboum. Afin qu'on ne comprenne pas ces paroles dans le sens de hava yab mi. Il veut me prendre en hiboum. Et dès lors qu'elle s'est habituée à ce dicton, même si elle n'a pas lu l'Ohava Yabmi d'un seul souffle, on ne se montre pas regardant là-dessus. En revanche, si elle n'en est pas capable, on l'habitue jusqu'à ce qu'elle sache. La Ralitza a lieu le jour et non la nuit, et en présence de 3 hommes qui savent dicter le texte de la Yevama et du Yavam, et si l'un des 3 est un prosélyte, cela est invalide. Même si son père est prosélyte et sa mère israélite. La femme n'accomplira pas la khalitsa devant un tribunal comprenant un tel juge. Il faut que le père et la mère de chacun des juges soient d'origine israélite. La misva consiste à ce qu'il y ait 5 juges afin de répandre le fait, ces 2-là pouvant être même des ignorants. Comment accomplit-on la khalitsa? On apporte au Yavam une chaussure de cuir qui a un talon et qui n'est pas cousue avec du lin. Il la chausse du pied droit et attache ses lanières sur son pied. Le Yavam et la Yevama se tiennent debout devant le tribunal et les juges dictent à la Yevama en hébreu le texte de la Torah. Mon Yavam refuse. Puis il dicte au Yavam son texte. Je ne désire pas la prendre pour femme. Il presse son pied contre le sol et elle s'assoit, étend sa main devant le tribunal, défait les lanières de la chaussure sur son pied, retire la chaussure et la jette à terre. Et dès que la majorité du talon du Yavam s'est dégagée de la chaussure, la Yevama devient permise à un autre homme. Pardon. Puis elle se lève et crache à terre devant lui un crachat qui est vu par les juges. Car la misva de Ralitza consiste à ce que tous les 2, le Yavam et la Yevama, soient debout au moment de la lecture de leurs textes respectifs et au moment où elle crache. Il faut que les juges voient le crachat qui sort de sa bouche. Puis ils font lire à la Yevama le texte. Ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Tout doit être dit en hébreu, comme il est dit, Ibid 9, ainsi dans cette langue. Et tous ceux qui sont ainsi présents répètent après elle, déchaussé 3 fois. Il faut que la Yevama ait l'intention de lui faire à lui, à la Ralitza, et que lui ait l'intention de lui faire à elle, la Ralitza, et qu'il fasse ses actions. Pour la Ralitza, un aveugle n'accomplira pas la Ralitza, car il est dit Ibid, et elle crachera devant lui. Or, celui-ci ne voit pas le crachat. Lors de la Ralitza est donc le suivant. Elle lit tout d'abord le texte. Mon Yavam refuse de relever le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas me prendre en hiboum. Après quoi, elle dit, je ne désire pas la prendre pour femme. Ensuite, elle procède au déchaussement. Après quoi, elle crache. Puis elle lit la phrase, ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Le non-respect de l'ordre dans lequel se déroule la cérémonie n'empêche pas l'accomplissement de la Ralitza. Plutôt, si ni elle ni lui n'ont lu leur texte au début, ou bien si elle a craché et a ensuite procédé au déchaussement, ou encore si elle a lu son texte puis qu'elle a craché, la Ralitza est valide. Et pourquoi dans ce dernier cas ne cracherait-elle pas à nouveau suivant l'ordre? De crainte que les gens ne se disent que le seul fait de cracher n'a aucune valeur et ne disqualifie pas la femme pour le hiboum avec les autres frères du défunt. Si elle a seulement ôté la chaussure du Yavam et n'a ni lu son texte, ni craché, sa Ralitza est valide. Et il est inutile de dire que si elle a ôté la chaussure du Yavam et a lu son texte, mais n'a pas craché, ou bien si elle a ôté la chaussure du Yavam et a craché, mais n'a pas lu son texte, sa Ralitza est valide. Dans quel cas cela s'applique-t-il s'ils sont capables de parler car ils sont aptes à lire leur texte?
En revanche, une muette ou un muet ne peuvent pas accomplir la ralissa, et s'ils ont accompli la ralissa, leur ralissa est invalide. Ils ne sont toutefois pas considérés comme un sourd et muet ou une sourde et muette, lesquels, s'ils ont procédé à la ralissa, sont considérés comme n'ayant rien fait, parce que le sourd muet ou la sourde muette ne sont pas doués de raison. Si elle a craché seulement n'ayant ni ôté la chaussure du Yavam, ni lu son texte, ou bien si elle a craché et a lu son texte, mais n'a pas ôté la chaussure du Yavam, cela est considéré comme une khalitsa invalide. Si elle et lui ont lu leur texte respectif et qu'elle n'a ni ôté la chaussure du Yavam, ni craché, c'est comme si rien n'avait été fait, car il est dit ibid, ainsi sera-t-il fait à l'homme. C'est l'acte, c'est-à-dire le fait de déchausser et le fait de cracher qui a effet. En revanche, la lecture n'empêche pas l'accomplissement de la ralissa et ne produit pas d'effet. Si elle a ôté la chaussure du Yavam, qu'elle a craché et qu'elle a lu son texte alors qu'il était assis ou incliné sur le côté, ou si le lacet de la chaussure du Yavam était attaché sur sa jambe à partir du genou et en dessous, ou si elle a accompli la ralissa devant 3 ignorants qui ne savent pas dicter les textes du Yavam et de la Yevama, et de même, si un aveugle a accompli la ralissa, sa ralissa est valide. Si elle a accompli la ralissa la nuit, ou si elle a accompli la ralissa devant 2 juges, ou si elle a accompli la ralissa devant 3 juges. Mais l'un d'eux s'est trouvé être un proche parent, ou s'est trouvé être disqualifié, ou si sa chaussure du Yavam était attachée au-dessus du genou, ou si c'est lui qui a défait le lacet de la chaussure, et elle qui l'a ôté, ou si c'est elle qui a défait le lacet de la chaussure, et lui qui l'a ôté, ou si c'est elle qui a eu l'attention pour la ralissa, mais lui n'a pas eu l'attention, ou s'il a eu l'attention, mais elle n'a pas eu l'attention, et de même, une mineure qui a accompli la ralissa pour un adulte, leur ralissa est invalide. Et de même, si elle a accompli la ralissa devant un unique individu, ou même entre lui et elle, en privé et la nuit, c'est une ralissa invalide. En revanche, un sourd muet, un fou ou un mineur qui ont accompli la ralissa et quiconque accomplit la ralissa pour une femme qui est dispensée de la ralissa ou des boum, ce n'est pas une ralissa. Un yavam dont le pied droit est sélectionné d'accomplir qui n'accomplit pas la ralissa du pied gauche, et si la yavama a accompli la ralissa de son pied gauche, sa ralissa est invalide. Si le pied du yavam est tordu en arrière ou renversé sur le côté, ou s'il marche sur le bout de ses orteils, il n'accomplit pas la ralissa, car celui qui accomplit la ralissa doit presser son talon contre le sol, et lui ne peut pas le faire. Et si elle a accompli la ralissa pour un homme qui a un tel pied, sa ralissa est invalide. Une yavama dont les mains sont coupées peut a priori accomplir la ralissa, mais avec ses dents, car il n'est pas dit dans la Torah, et elle ôtera la chaussure avec sa main. Si elle a accompli la ralissa avec une chaussure en tissu, ce n'est pas une ralissa. Mais si elle a accompli la ralissa avec une chaussure qui n'a pas de talon, ou qui est cousue avec du lin, une chaussure en poil de chèvre, en libé, en liège ou en bois, une chaussure trop grande avec laquelle il ne peut pas marcher, ou une chaussure trop petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, une chaussure déchirée qui ne recouvre pas la majorité du pied, ou une chaussure cassée qui ne contient pas la majorité du pied, sa ralissa est invalide. Si elle accomplit la ralissa avec une sandale de bois recouverte de cuir, ou dont la semelle est en cuir et les côtés sont en poil de chèvre, ou si elle a ôté une sandale gauche de son pied droit, ou si la chaussure n'appartenait pas au yavam, ou si elle était trop grande, mais il pouvait tout de même marcher avec elle, ou si elle était trop petite, mais recouvrait tout de même la majorité de son pied, ou si elle était déchirée, mais recouvrait tout de même la majorité de son pied, ou si elle était cassée, mais contenait tout de même la majorité de son pied. Sa ralissa est valide. Une sandale présentant des signes de Sarahat et qui est séquestrée, c'est-à-dire isolée pour observation, ou dont la Sarahat a été confirmée, ou une sandale d'idolâtrie que l'on met au pied de l'idole ne doit pas être utilisée pour la ralissa. Mais si la yevama a accompli la ralissa avec une telle chaussure, sa ralissa est valide, bien que la chaussure soit interdite à tout profit. En revanche, une sandale offerte à une idole ou qui provient d'une ville dévoyée, ir anidaat, ou faite pour faire partie des vêtements d'un mort avec lesquels il sera inhumé. Si elle a accompli avec une telle chaussure la ralissa, sa ralissa est invalide, car la chaussure n'est pas faite pour marcher. Si la yevama a déchiré la chaussure de dessus sur son pied, ou si elle a brûlé, ou si le yavam portait 2 chaussures et qu'elle a ôté la chaussure du dessus, bien qu'elle ait déchiré la chaussure du dessus, au point que son pied s'est découvert, c'est une ralissa invalide.
Yévama qui a mangé de l'ail, de la roquette ou ce qui est semblable, parmi les aliments qui provoquent une abondante sécrétion salivaire et la salive coule de sa bouche, son crachat n'a aucune valeur. Il faut que le crachat vienne de lui-même, ne soit pas produit par quelque chose d'extérieur. Si elle a craché du sang ou que le sang s'écoule de sa bouche, cela n'a aucune valeur. Si elle a sucé le sang de sa gencive et a craché, cela est valide. Car il est impossible que le sang sucé n'ait pas de goutte de salive. Si elle a craché et que le vent a intercepté le crachat avant qu'il arrive devant le yavam, par exemple si elle est grande et que lui est petit, cela n'a aucune valeur. Et si le vent a repoussé le crachat après qu'il est arrivé devant lui, bien qu'il n'ait pas atteint le sol, cela est valide. Et de même, si les juges n'ont pas vu le crachat lorsqu'il est sorti de sa bouche, cela est valide. Une ralissa obtenue par dupe est invalide. Comment cela? Par exemple, ils lui ont dit, fais-lui la ralissa avec elle et ainsi tu la prends pour femme. Ou s'ils lui ont dit, fais-lui la ralissa car c'est une miswa, elle ne te fait perdre aucun droit. Et si tu désires ensuite accomplir le hiboum, tu pourras le faire. Ou des propos semblables, la ralissa est invalide. Mais s'ils l'ont trompé en lui disant, fais la ralissa à condition qu'elle te donne 200 sous ou sous telle et telle condition, bien qu'elle ne lui ait pas donné l'argent et que la condition n'ait pas été accomplie. La ralissa est valide, car il a eu l'intention d'accomplir pour elle la ralissa. Celui qui fait une déclaration préalable concernant la ralissa, sa ralissa est invalide. C'est pourquoi il convient au juge de lui dire d'annuler une éventuelle déclaration comme l'on fait pour un acte de divorce. Dans le cas où des juifs ont opprimé le yavam et l'ont frappé jusqu'à ce qu'ils accomplissent la ralissa, s'ils ont agi conformément à la loi, sa ralissa est valide. Et si ce qu'ils ont fait n'est pas conforme à la loi, par exemple si les juges se sont trompés ou s'il s'agissait de profanes, sa ralissa est invalide. Et si ce sont des gentils qui l'ont d'eux-mêmes contraint, si la loi a disposé qu'ils accomplissent sa ralissa est invalide. Et si cela n'est pas conforme à la loi, cela n'est pas une ralissa. Partout où nous avons dit, ce n'est pas une ralissa où il n'a rien fait, où cela n'a aucune valeur. La yémama est considérée comme si elle n'avait pas reçu la ralissa, ses proches parentes à elle ne deviennent pas interdites au yavam, elle ne devient pas disqualifiée pour se marier avec un Kohen, et elle a le droit d'accomplir le hiboum. Et partout où nous avons dit sa ralissa est invalide, ses proches parentes à elle deviennent interdites au yavam, elle devient disqualifiée pour se marier avec un Kohen, elle devient interdite aux autres frères, et elle ne peut pas accomplir le hiboum. Et elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger, tant qu'elle n'a pas accompli une ralissa valide. Si elle a transgressé et s'est mariée avec un autre homme après cette ralissa invalide, le yavam procède pour elle à une ralissa valide alors qu'elle est sous la coupe de son mari et on ne l'oblige pas à divorcer. Yéma qui a grandi parmi les frères de son défunt mari a le droit d'accomplir le hiboum et on ne soupçonne pas qu'elle ait accompli la ralissa avec l'un d'entre eux en privé et qu'elle soit ainsi devenue disqualifiée pour eux. Mais si nous l'avons vue ôter la chaussure de l'un d'eux, elle devient disqualifiée de crainte qu'elle n'ait eu l'intention d'accomplir la ralissa et elle a besoin d'une ralissa valide pour être permise à un autre homme. L'acte de la ralissa que l'on rédige n'est pas un acte du tribunal afin qu'elle ait en sa main une preuve qu'elle a obtenu la ralissa. Et les juges ne procèdent à la ralissa que s'ils reconnaissent les parties. C'est pourquoi ceux qui ont vu telle femme recevoir la ralissa devant des juges peuvent rédiger pour elle un acte de ralissa, bien qu'il n'ait pas identifié que celle-ci est la fille d'un tel et femme d'un tel et que celui-ci qui procède pour elle à la ralissa est le frère de son défunt mari. Car les juges devant lesquels elle a accompli la ralissa ont identifié cela avant qu'elle ne procède à la ralissa. Tel est le texte de l'acte de la ralissa en usage, tel jour, le temps de tel mois, de telle année, à partir de la création du monde, selon le compte que nous avons l'habitude d'utiliser à tel endroit, nous, les juges, dont les signatures de certains d'entre nous figurent au bas. Nous étions en session à 3 au tribunal, et une telle fille d'un tel, veuve d'un tel, s'est présentée devant nous. Elle a approché de nous un homme du nom d'un tel, fils d'un tel, et ainsi nous a dit à cette femme, un tel, fils d'un tel, que voici est le frère par le père d'un tel mon mari, à qui j'étais marié, et il est décédé, laissant la vie aux sages et à tout Israël. Il n'a pas laissé de fils ou de fille pour hériter de ses biens et perpétuer son nom en Israël. Et celui-là, son frère, est apte à accomplir le hiboum avec moi. Et maintenant, messieurs,
Les rabbins, dites-lui, s'il désire me prendre un hiboum, qu'il fasse le hiboum, et sinon qu'il incline vers moi son pied droit devant vous, et je retirerai le soulier de son pied et cracherai devant lui. Nous l'avons reconnu un tel que voici, comme étant le frère par le père du défunt, et nous lui avons dit, si tu désires la prendre en hiboum, fais-le, sinon incline vers elle ton pied droit devant nous. Elle retirera le soulier de ton pied et crachera devant toi. Il a répondu et il nous a dit, je ne désire pas la prendre en hiboum. Immédiatement, nous avons fait réciter à cette femme, mon Yavam refuse de relever le nom de son frère en Israël. Mon Yavam ne désire pas me prendre en hiboum. Et à cet homme aussi, nous avons fait réciter, je ne désire pas la prendre. Il lui a présenté son pied droit et elle a retiré sa chaussure de son pied et a mis devant lui un crachat que nous avons vu sortir de sa bouche jusqu'au sol. Puis nous lui avons fait réciter à la femme, ainsi sera-t-il fait à l'homme qui ne construira pas la maison de son frère, et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Et nous, les juges, et tous ceux qui étaient assis devant nous, avons répondu après elle, déchaussé, déchaussé, déchaussé 3 fois. Et puisque cette procédure s'est tenue devant nous, nous avons permis à cette femme d'aller se marier avec qui elle veut. Personne ne pourra protester contre elle à compter de ce jour et à jamais. Cette femme nous a demandé un acte attestant de la Ralissa, nous l'avons écrit, nous l'avons signé et nous le lui avons donné pour valoir ce que de droit conformément à la loi de Moïse et d'Israël. Un tel fils d'un tel témoin, un tel fils d'un tel témoin. Ah, les mamies se fâchent. Alors signe comme témoin sur cet acte les 3 juges, 2 parmi les 3 ou encore 2 témoins qui ont vu la Ralissa, bien qu'ils ne soient pas les juges devant lesquels elle a procédé à la Ralissa comme nous l'avons expliqué. Même une femme, un esclave ou un mineur qui fait preuve de discernement sont dignes de foi pour dire celui-ci est un tel, le frère d'un tel. Et celle-ci est sa Yévama et ils accomplissent la Ralissa sur la base de leur déclaration. Il n'en est pas de même pour les autres témoignages de la Torah, qu'il s'agisse d'un témoignage en matière d'argent ou d'un témoignage concernant un interdit. Car il s'agit là car il s'agit là d'une chose qui est amenée à être révélée, il est possible de connaître la véracité du fait autrement que par leur déclaration, comme nous l'avons expliqué à la fin des lois du divorce. Et si le Yavam désire accomplir le hiboum, il procède au kiddushin et au hiboum, et on écrit pour elle une ketouba, comme nous l'avons expliqué. Tel est le texte de la ketouba de la Yévama, en usage. Tel jour, le temps de tel mois, de telle année, selon le compte que nous avons l'habitude d'utiliser à tel endroit. Comment un tel fils d'un tel est venu devant nous, et ainsi nous a-t-il dit. Mon frère, par le père, est mort et a laissé la vie aux sages et à tout Israël. Il n'a pas laissé un fils ou une fille pour hériter de ses biens et perpétuer son nom en Israël. Il a laissé une femme appelée une telle fille d'un tel, et il me convient, selon la Torah, de la prendre en hiboum, comme il est écrit dans le livre de la Torah de Moïse. Son Yavam s'unira à elle. Cette femme a consenti et a été prise en hiboum par un tel fils d'un tel son Yavam pour perpétuer le nom de son défunt mari en Israël, ainsi qu'il est dit. Et ce sera le premier-né qu'elle a enfanté qui succédera au nom de son frère défunt, etc. Un tel Yavam a inscrit à une telle sa Yevama en douar le montant qui lui revient de 100 sous d'argent qui était inscrit dans sa ketouba que lui a écrite son premier mari, il lui a ajouté de lui-même tant et tant. Ceci est la dot qu'elle lui a apportée, etc. Et le texte continue comme le texte standard d'une ketouba. Voici le texte standard de la ketouba, tel jour, etc. Comment un tel fils d'un tel a dit à une telle fille d'un tel, la mariée vierge, soit pour moi ma femme conformément à la loi de Moïse et d'Israël. Et moi, avec l'aide de Dieu, je travaillerai et je t'honorerai et te sustenterai, je te nourrirai, je t'entretiendrai et je te vêtirai conformément à la règle des hommes juifs qui travaillent et honorent, sustentent, nourrissent, entretiennent et vêtissent leur épouse fidèlement. Je te donnerai pour le douar de ta virginité 200 sous qui correspondent à 25 sous d'argent pur qui te sont dus selon la Torah et je te donnerai tes aliments, tes vêtements et tes autres besoins ainsi que des relations conjugales normalement. Cette femme a agréé et est devenue la femme de cet homme. Il y a de son gré ajouté à la somme de base de la ketouba jusqu'à un montant total de temps. Et voici la dot qu'elle lui a apporté, ceci et cela, tout cela se marier a reçu, cela est parvenu dans sa main et est devenu en sa possession et a établi la totalité comme après une dette. Et ainsi nous a dit un tel Takipa.
établit la totalité comme après une dette. Et ainsi nous a dit un tel le marié que voici, j'assume la responsabilité de toute la ketouba, somme de base, dot, supplément et autres conditions de la ketouba, je m'engage pour moi et pour mes héritiers après moi, et sur le meilleur des biens et possessions que j'ai sous le ciel, ce que j'ai acquis et ce que j'acquerrai à l'avenir, parmi les biens immeubles et les meubles incidemment avec les immeubles, tous assureront et garantiront ce contrat intégralement, comme somme de base, dot et suppléments qui serviront à payer de mon vivant ou après ma mort, même par le vêtement que j'ai sur mes épaules. J'ai sanctionné tout ce qui est écrit et explicité plus haut par un kinyan valide, de manière à ce que cela ne soit ni comme un engagement incertain, ni comme un formulaire. Plutôt, il y aura la force et la rigueur de tous les contrats de mariage en usage en Israël selon les dispositions de nos maîtres de mémoire bénis. Nous avons signé cette ketouba à la date mentionnée ci-dessus. Tout cela est clair, ferme et établi. S'il s'agit de contrat de mariage d'une veuve, il est écrit une telle qui est veuve. Et s'il s'agit du contrat de mariage d'une femme divorcée, il est écrit à une telle qui est divorcée. Et de même, s'il s'agit d'une femme qui a été captive, il écrit une telle captive afin qu'un Cohen ne s'y méprenne pas en l'épousant. Il écrit dans tous ces cas, et je te donnerai pour ton devoir 100 sous qui font 12 sous et demi d'argent pur qui te sont dus, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Pascal? Je te parle. Ah, c'est toi? Ah, non, j'écoute les infos sur l'attentat. Ah, ok. Alors? Bah, genre que les Israéliens, chaque fois qu'ils se défendent, ils disent que chaque fois qu'il y a un attentat ou quelque chose contre les Juifs, et qu'ils accusent les Israéliens, ils disent ouais, c'est de l'antisémitisme. Et genre c'est pour la tête de con, là, t'es en train de parler, excusez-moi du terme. Je suis sur 105 points, là. C'est Europe 1, là. Le mec, il dit, en gros, Israël ne s'arrêtera jamais. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Et quand on se défend, qu'on leur dit qu'ils abusent, c'est de l'antisémitisme. Bah, je suis désolé. À un moment donné, les deux sont sémites. Ne viens pas mettre l'antisémitisme là-dedans parce que un juif et un arabe ont la même source. Ils sont sémites. Ils viennent des mêmes racines, sème. Donc à un moment donné, si les gens sont pas capables de faire la liaison, la compréhension, et pour voir clair que c'est une grosse manipulation, simplement par intérêt financier et de pouvoir, ça sert plus à rien de discuter et de partir en guerre. À un moment donné, c'est ces gens-là qu'il faut commencer par éliminer, parce que c'est eux qui attisent et qui mettent de l'huile sur le feu, comme l'a dit Netanyahou récemment dans son interview. Mais même quand tu vois l'histoire de Noir, juste le déluge, c'est les enfants de Noir, Sem. Ça fait partie des... Donc à un moment donné, arrêtez, on est tous des enfants de Dieu et qu'on est tous de la même famille, qu'à un moment donné, faut arrêter, quoi. C'est-à-dire que les mélanges... Non mais... L'antisémitisme... Le déluge, déjà, tu comprends, je veux dire... Ça me fait rire, quoi, quand j'entends antisémitisme. C'est les enfants de Noir, quoi. C'est les enfants de Noir, on est tous des enfants de Noir. Non mais quoi, à un moment donné, on peut pas dire que les Juifs sont sémites, mais pas les Arabes. Oui, ça non mais... Non, voilà, on peut pas dire qu'un Arabe... On est tous sémites, quoi, en voilà, réalité. C'est ça. On est tous... non. Donc, à un moment donné... On vient tous d'Égypte, hein, on vient tous du même... bon, à un moment donné, moi, je pense... Non, on descend tous du jardin d'Éden. Voilà, donc à un moment donné, je pense que les gens qui parlent comme ça, bah, à un moment donné, c'est eux qui acceptent pas l'autre, quoi, en fin de compte. Et puis c'est des excuses, quoi. C'est comme le Covid, quoi. C'est genre, c'est pour clore le débat, quoi, en réalité. On trouve des termes pour dire, voilà, c'est des prétextes à 2 balles, quoi. Et puis on voit bien, en fin de compte, que c'est la haine des gens, c'est-à-dire la jalousie, la convoitise, la médiocrité, qui amène en fin de compte à ces comportements-là. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas l'autre, c'est-à-dire la différence de l'autre, s'il est blanc, s'il est jaune, s'il est vert, s'il est... Je suis désolée, à un moment donné, que ce soit quelqu'un qui va critiquer, ouais, j'aime pas les blancs parce que je suis noir, ou je suis blanc, j'aime pas les blancs, les noirs, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'on vient tous déjà du désert. Donc à un moment donné, vous êtes... Et que les blancs ont eu la chance ou la misère de perdre cette... La pigmentation qui leur ont ôté cette couleur, mais à la base, on était tous bronzés. Bah oui, à un moment donné, la pigmentation de la peau est due à l'environnement. Donc à un moment donné, vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, si je vais aller... Déjà, quand tu vas au soleil, tu bronzes. D'accord? Quand tu vas au soleil, tu bronzes. Et tu changes pas d'identité. Donc à un moment donné... Tu deviens pas africain. Donc tu sors du soleil de la plage, là. Puis tu vas passer 3 heures à te bronzer avec ton huile de coco. Là, dis-moi, là, tu descends pas de l'arbre. Tu te prends pas pour un africain.
Donc à la limite, faut arrêter les bêtises, quoi. Et puis Pascal qui vous en avait parlé, ouais, on change de sujet, qui vous avait parlé de la diaspora africaine noire. Oui, alors. Qui parlait qu'elle avait 99 enfants, et c'est bizarre, les 99 enfants, ils avaient... Non, pas 99, elle avait à peu près 25 enfants. Mais qu'ils avaient des caractéristiques chinois, hindous, genre indiens, européens, juifs, donc à un moment donné... Voilà, marocains, tous les critères qui définissent les types les types et les séquentiels, je ne sais plus, les séquences chromosomes là, raciques de race, quoi. Et tous les critères qui définissent la race, c'est-à-dire un gros nez, les yeux bridés, les oreilles, le matin, un petit nez. Mais maintenant, ça veut plus rien dire. Quand tu vois, quand tu es tombé sur ce livre, c'était un couple d'Africains, hein, il y avait des gens qui étaient, dans leurs enfants, il y avait des gens qui étaient typés turcs, typés asiatiques, typés indonésiens, typés européens, et ils avaient tous la même couleur par contre. Voilà. Donc à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut bien comprendre les choses telles qu'elles sont. C'est un livre que vous pourrez retrouver. Ça s'appelle La diaspora noire. J'ai plus l'éditeur, j'ai plus ça, parce qu'on me l'avait prêté, mais. Non, mais je pense ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. À un moment donné, faut être conscient. Pour nous, c'est de nos racines. C'est pour nous, c'est pas une question de couleur, c'est même pas une question de morphologie, parce que ça, la morphologie, c'est en fonction des croisements qu'il y a eu après, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, etc. Ils sont pas accouplés avec des chèvres et des moutons, mais à la limite, ils sont tellement mélangés qu'il y a eu des critères qui sont restés, qui se sont ancrés dans la génétique, et qui fait que, voilà, comme les familles de rois européens, tous ceux, les Allemands qui avaient des gros nez, etc., quand on voit ce que ça a donné, à force de se mélanger entre eux, etc., de faire que des choses comme ça a accentué des marques génétiques qui leur a donné, voilà, ces déformations physiques qui deviennent caractéristiques. Voilà. Et puis pour nous, quelque part, c'est carrément, je sais pas, pour moi, mon opinion, hein, mais c'est vraiment, moi, je pense réellement, c'est que avoir des propos comme ça, c'est arriéré. C'est plus qu'arriéré. Ça veut dire que quelque part... C'est une preuve de manquement de connaissances. Voilà. Ça prouve C'est-à-dire que quelqu'un qui est raciste à ce point-là, jusqu'à dire des bêtises, ça veut bien dire qu'il connaît pas, il maîtrise pas son sujet. C'est juste une jalousie envers la personne que lui suppose qu'il est un peu plus que lui, et c'est pour ça que comme il comprend pas que l'autre est plus, ou qu'il possède plus, ou qu'il a plus de pouvoir, ou qu'il a plus d'argent, ou qu'il a plus de ceci, ou qu'il a plus de ça, c'est les critères qu'il n'arrive pas à comprendre, et qui dans son interrogation, le pousse à la jalousie. Voilà. C'est simple comme bonjour. Moi, je sais pas, j'adore les belles voitures. J'en ai eu quelques-unes, et puis on m'en a fait essayer quelques-unes, on m'en a prêté quelques-unes, mais c'est pas parce que je vais voir une Lamborghini passer devant chez moi, ou en bas de chez moi, on va être jaloux. Je vais être jaloux, non, au contraire. Au point d'aller la rayer, ou d'aller essayer de la voler, ou quoi que ce soit. Non, au contraire, je vais aller voir le mec, je vais parler mécanique avec lui, on va rigoler 5 minutes, qu'on va commencer à attaquer le seuil de la consommation, on va bien se comprendre. Voilà, par exemple, et avec tous les interdits qu'ils nous ont mis au niveau européen sur ce style de voiture, franchement, on rigole, quoi. Bah ouais, parce que t'as même plus le droit de conduire, quoi, faut être franc, quoi. C'est pour ça mais voilà, c'est pour ça qu'ils tombaient des voitures électriques. Ils vous mettent des voitures, ils nous ont vendu des voitures, là récemment, les hybrides, etc. Les premiers hybrides, etc., dans même pas 5 ans, elles seront aussi invalides que les voitures à essence normale, classique, les Twingo, les Clio, etc. Par contre, la Mustang, ou la Porsche, ou le dernier modèle, avec leur système électronique d'autobridage, etc., celles-là seront homologuées. Posez-vous la bonne question. Pourquoi? Parce que ça leur apporte plus d'argent. Voilà. Et qu'en plus, ils peuvent avoir le contrôle sur vous. Parce que maintenant, sachez que toutes les voitures qui sortent depuis environ 2011, 2012 et même un peu avant, selon les critères, elles sont pucées. Comme vos animaux. Elles sont pucées. C'est-à-dire que c'est pire que vos animaux. Ils savent où vous allez, à quelle heure vous bougez, quelle vitesse vous prenez. Vous êtes surveillé par des satellites, etc. Ils peuvent retracer tout ce que vous voulez. La preuve, il y a déjà 40 ans, moi j'ai
J'ai connu des gens qui étaient partis en train à Amsterdam pour faire des commissions qui n'étaient pas légales, etc. En France du moins, et que la personne Brel comme elle était, elle a pris le train pour revenir en France. Elle va passer la frontière, il s'est fait serrer directement en bas du train. On lui a dit, monsieur, vous avez été à tel endroit, telle rue à telle heure, à tel moment, vous avez commercé avec un tel qui a ouvert son coffre, vous lui avez passé l'argent et vous a passé des sacs, etc. Et l'autre il a dit, ouais, c'est un gros mytho, qu'est-ce que vous me sortez, vous avez aucune preuve. Et ben ils lui ont montré le film en direct. Hein, c'était pas un drone, c'était il avait été filmé en direct en train de faire sa transaction. Alors après, allez comprendre pourquoi il est ressorti un an après. Bon, Non, puis c'est encore une autre histoire. Puis c'est des termes commerciaux parce que je me suis aperçu que sur plein de principes comme les hybrides, on avait des voitures à gaz déjà, tu sais, genre ils faisaient des voitures déjà à gaz et essence. Donc en fin de compte, ils changent de terme, mais en vérité, il y a rien de nouveau quoi sous le soleil quoi. Ça fait aussi que le mode diesel à la base, l'ingénieur qui s'appelait Diesel, je ne sais plus son prénom, etc. Les premiers moteurs diesel fonctionnaient à l'huile. Donc, c'est un légitime retour à l'originalité et à l'essentiel et à l'original quand vous faites marcher vos vieilles voitures diesel à l'huile, simplement en réchauffant un petit peu plus l'huile, etc. qu'avec le gasoil, parce que ça n'a pas le même indice comment dire, d'explosion, etc. Ça, c'est de la physique, mais grosso modo, c'est des moteurs qui sont faits pour tourner, qui sont conçus à la base pour tourner à l'huile. La conception du moteur diesel, c'est un moteur qui est fait pour tourner à l'huile. Alors, maintenant, quand vous vendez du mazout etc., pour les faire rouler, c'est encore autre chose. Donc, vous comprenez bien que tout ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est simplement encore une tractation d'argent, de pouvoir, voilà, c'est de mégalomanie. Et encore en plus, une dernière que je vais vous apprendre, c'est pas le seul. J'ai eu un oncle, à mon père, donc un grand-oncle à moi, qui du côté Lyon avait créé, on va pas dire créé parce que c'est ridicule, mais on va dire mis au point un carburateur essence et eau, où la voiture fonctionnait 50% d'eau, 50% d'essence. Et ça date des années 50, non 60, ouais, non ça date des années 45-50. Hein, voilà. Comme le projet, la personne qui avait trouvé avec magnétisme, qui a été mis sous scellé. Les moteurs magnétiques, ouais. Les moteurs magnétiques qui a été mis sous scellé, genre interdit de. Comment ils ont mis Ils ont racheté, ils l'ont porté. Secret défense. Voilà. Secret défense. Ils ont racheté comment ça s'appelle? Le brevet. Même pas ils ont racheté le brevet, une misère, en le raquettant, etc. Et ils l'ont mis sous, sous secret défense. Secret défense, mais ils lui ont imposé, Voilà, mais ça lui a été imposé, voilà. Et c'est pas le seul cas comme ça. Et pourquoi juste aux écolo bidons et écolo lobby, expliquez-nous pourquoi vous arrêtez pas de nous bassiner avec les énergies fossiles qui polluent quand même, hein. Pourquoi vous nous expliquez pourquoi les projets qui avaient été mis en place, qui avaient commencé à être mis en place avec l'huile de colza, avec les énergies, on va dire naturelles, végétales, ils en sont où de ces projets-là? Parce qu'à un moment donné, franchement, avec non, parce que maintenant, après ils te disent qu'ils sont obligés de faire de la monoculture exprès pour faire du carburant. Mais à un moment donné, faudrait savoir ce que vous voulez, quoi. Soit ils arrivent pas à vendre leur culture parce qu'il y a le marché européen qui les bride sur les prix ou la façon de cultiver, ou soit vous en avez pas envie, quoi. À un moment donné, faut pas exagérer non plus, hein. Nous, on n'est pas des girouettes, nous. Quand on nous parle d'un sujet, on va jusqu'au bout, on cherche vraiment, on creuse, et une fois qu'on l'a trouvé, on peut commencer à s'exprimer et à diffuser notre compréhension. Mais sinon, ça sert à rien, quoi. Si c'est pour dire, ouais, le diesel, ça pollue plus, ouais, c'est vrai que le diesel, ça pollue plus. Mais à savoir qu'à la base, le diesel, il n'est pas fait pour tourner avec le pétrole. Donc, à un moment donné, c'est pas pour rien que ça pollue plus. Cherchez l'erreur. Là, puis c'est surtout que l'électricité, que tout le monde est en train de s'affoler parce que ça coûte énormément cher alors qu'on consomme pas. Dites-vous bien que c'est quand même pour satisfaire des bobos écolo bidons de l'étranger pour d'Ukraine par exemple, pour rouler en voiture électrique, que c'est les ménages qui assument leur petit loisir, quoi. En même temps, je vais vous en apprendre une bien belle. Ça fait plus de 40 ans que dans les pays de l'Est comme la Russie, etc., où ils ont une technique pour produire leur électricité
C'est-à-dire qu'ils ont des petits moteurs, enfin des petits moteurs, des gros moteurs électriques qui font tourner avec un minimum de consommation, qui en produisent 150 fois plus derrière une fois que le moteur est lancé. Donc, ça s'appelle les turbines. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour les brels. D'accord? Donc, nous dire que l'électricité, ça leur coûte, etc., qu'il y a besoin de centrales, etc., ça commence à bien faire. Les centrales nucléaires, etc., c'est pas pour donner de l'électricité. Non, non, c'est pour faire leurs expériences, leur évolution de la technique, pour rendre les gens à leur merci. Alors merci. Ouais, parce que Pour rentabiliser le prétexte qu'ils vous prennent de l'argent pour diffuser leur propre électricité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin de tout ça pour avoir de l'électricité. Voilà. bah oui, moteur à eau, tout ça. Non, mais c'est bon, t'as une rivière, t'as du courant. Tu mets une roue avec une dynamo, tu sors du courant. Tu prends un courant d'air, tu mets une hélice sur une dynamo, ça tourne tout seul. Regardez, comment ça s'appelle, les éoliennes de bateau, ça produit, il n'y a pas de problème. Sans parler des panneaux solaires qui, je peux comprendre, il y a du silice, etc. Ça coûte cher à la fabrication, et encore, ça dépend où tu vas les chercher, parce que faut bien comprendre que en France et en Europe, en règle générale, on se fait bien allumer pour tout ce qui est pris. Parce que tu vas en Pologne, les panneaux solaires que toi, ici, tu touches à 150 €, eux, ils te les sortent à 40 €, quoi. TTC. Voilà. Donc, à savoir quand même que faut arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils sont pas, parce qu'à un moment donné, ça le fait pas, quoi. Ça fait quand même 20 ans qu'en Pologne, ils fabriquent des lampadaires avec des panneaux solaires complètement autonomes pour éclairer leur ville. Donc, à un moment donné, que fait l'Europe, quoi? Parce qu'ils ont pas le marché, ça leur apporte pas des sous à eux, et qu'ils vont être obligés de donner de l'argent à un pays que eux considèrent sous-développé, et qu'ils ont pas envie que ce pays-là grimpe et leur marche dessus pour leur dire, t'as vu, à force de jouer les brels, on te l'a mise? Voilà, donc en gros, c'est surtout ça, quoi. Donc réfléchissez bien, et comprenez la chose telle qu'elle est. Puis franchement, entre sauver des rats et des pigeons et sauver des enfants ou des gens qu'on utilise pour récolter le colbat, mon choix est vite fait, quoi. Personnellement. Non? Allez, ouais. Qu'est-ce qu'on pense, non? Bon, allez, on va arrêter parce de sortir du sujet. parce que c'est vrai qu'il y a à dire. À un moment donné, arrêtez d'acquiescer tout ce qu'ils vous disent, quoi. À un moment donné, vous êtes en droit de refuser. C'est vous qui avez quand même, moi. Ces gens-là, ils sont censés, comment? Et c'est nous, on est les employeurs et c'est eux qui bossent pour nous. Bah, c'est simple. C'est simple. Trouvez un ingénieur qui vient et qui vous met un moyen de locomotion complètement autonome avec des panneaux solaires ou un système d'éolienne que quand il roule, ça recharge les batteries, etc. Et essayez de le faire homologuer, vous allez bien voir la réponse. Simplement, vous mettez ça sur papier, vous faites les croquis, la technique, etc. Et vous envoyez ça aux demandes de brevet, vous allez voir comment vous allez être accueillis. Voilà, simplement pour ça. Donc, à bon entendeur, Ouais. Ouais, voilà, parce que- et on va reprendre la lecture. Ouais, bah c'est pareil qu'il faut rien dire, mais en attendant, c'est de Tom bien. Tom. C'est bien parce qu'on dit rien que ça continue quand même à un moment donné. Donc, Voilà, donc, voilà. à un moment donné, on attend. Et j'aurais autre chose à dire tout à l'heure sur la vidéo du rave que nous a fait tourner, le rave, comment il s'appelle là déjà Oh, vas-y, aide-moi là, le rave. Quoi? Celui qui vient de. Ah, Pinto. Ouais, Grave, Yoshua Pinto. Voilà, ouais, il nous a fait tourner un clown là. Franchement. Ouais, on veut des explications, quoi. Parce non, que mais là, même, non, mais t'as pas compris. Bon, ouais, je le dirai pas après, je vais le dire maintenant. Donc, par obligation, quelque part, c'est un aveu. C'est un aveu, comme quoi, bah, il parle bien Et ça vient nous juger, nous? d'âme sœur. Il parle bien d'âme sœur, d'accord? Donc, c'est un aveu, comme quoi, ce qui est interdit dans la religion, en règle générale, de parler de ses vies passées, etc., de faire un rapprochement avec la vie d'aujourd'hui, malgré qu'on te dit, aujourd'hui, ta vie est là pour réparer les erreurs de ta vie passée ou continuer ce que tu n'as pas pu finir dans ta vie antécédente, tu vois, Ouais. D'accord. il y a quand même un lien qui reste de cette vie antérieure qui se réalise dans cette vie aujourd'hui. C'est ça qu'il était en train de dire. C'est pas genre, il faut comprendre à lire entre les lignes. D'accord. Oui, mais c'est pas bien Mais expliqué. oui, mais c'est pas parce bien que, expliqué. encore une fois, il y a une incompréhension. Et ce qui n'est pas admissible, c'est quelqu'un qui a été éduqué dans la religion, etc., qui était dans des moments d'études,
qui a été sujet à ça, quoi. Donc il était encadré. C'est ça qui est pas admissible. C'est que les gens qui l'ont encadré n'ont pas su l'éduquer dans le sens que lui puisse comprendre ce qu'il percevait. Ah ouais. C'est une honte. Ah ouais, parce que là, si je veux dire, si on suit ce qu'il a dit, on peut comprendre que genre, on va dire l'abomination, bah c'est normal quoi. C'est toutes les dérives de Peace and Love. Ok, au départ, Peace and Love, c'était hyper cool, ils avaient bien raison. Mais à la fin, toutes les dérives, bah oui, je veux dire, tu vas pas faire l'amour avec ton chat, tu vas pas faire l'amour avec ta fille de 5 ans, tu vas pas faire l'amour avec le premier qui passe dans la rue, etc. Donc il y a eu des débordements et des débordements et des gourous. Du fait d'une incompréhension, parce que derrière, il y avait personne pour leur expliquer le chemin. Et puis ils étaient surtout sous drogue, quoi. Donc, à un moment alors donné, on va expliquer le chemin à quelqu'un qui est complètement défoncé. Il faut travailler. Woodstock, quoi. Non, on n'adhère pas à Woodstock parce que vous faites de l'amalgame avec Bob Marley, qui a rien à voir avec Peace and Love de Woodstock, quoi. À un moment donné, faut pas. Mais si, il y a été quand même. Non, mais il y a été, d'accord, mais il était. Attends, entre fumer un joint et fumer et prendre des trucs, des substances acides et compagnie, c'est quand même autre chose. Ou se faire des shoots, c'est quand même autre chose. Jimi Hendrix, c'était quand même quelqu'un qui se shootait quand même. Hein, voilà. Donc à un moment donné, deux champignons hallucinogènes. moi je sais pas, je connais pas tout ça, mais bon, voilà quoi. Mon mari il connaît plus parce que justement, bon, pas pour l'avoir essayé, enfin, non. pas tout quoi, faut pas exagérer. Non mais. J'ai jamais pris de cam ou quoi que ce soit. Bon. Malgré l'entourage que j'avais. Ça m'a jamais tenté. Non, mais c'est quelqu'un qui étudie toute sa vie et qui a étudié toute sa vie. Il est ingénieur, il a le niveau d'ingénieur. Vas-y, arrête. Non, mais c'est pas, je t'envoie pas des fleurs, mais c'est une vérité, quoi. Non, mais bon, c'est quelqu'un qui étudie et quand il étudie, et ben, il étudie à fond les choses. C'est-à-dire que voilà, il a étudié un peu les drogues et tu t'étudies, t'es pas obligé on va dire, t'es pas obligé de les consommer pour savoir ce que c'est, quoi. À un moment donné. Non, moi, ce que j'ai voulu étudier, c'est le mécanisme qui amène à l'effet de la drogue. C'est ça qui m'intéressait, c'est le mécanisme. Alors que ça soit avec l'alcool, que ça soit avec les drogues, ou des substances, des plantes, des tisanes ou quoi que ce soit, c'est toujours le même mécanisme. C'est ça qui m'intéressait, comment déclencher ce mécanisme sans prendre de substances. Voilà. Et pour ça, malgré toutes les études que j'ai pu faire, malgré toutes les constatations auxquelles j'ai assisté, il y a vraiment que la prière, que le retour vers Hachem, qui fait que t'as besoin de rien d'autre. Mais de toute façon, quand tu fais du sport, entre guillemets extrême, ce qu'on appelle quand t'es sous comment on appelle ça, adrénaline, voilà. Et ben ton corps il sécrète de l'endorphine, ce qui s'appelle de la drogue, et ça te fait le même effet que les drogues que vous prenez, quoi. Mais c'est quand même naturel, quoi. Tu vois, c'est comme il a expliqué à quelqu'un qui était alcoolique, pareil, tu sécrètes du sucre. Le sucre, c'est quoi? Il se transforme en alcool. Donc voilà, ton corps il sécrète déjà toutes ces substances-là. T'as pas besoin en réalité d'avoir des substances extérieures synthétiques pour avoir les mêmes choses, quoi. À un moment donné, je sais pas, qui te détruit en plus. Donc, voilà. Bon, je sais pas. Hein, bon, nous on a peut-être trop de sagesse, mais bon. Je sais pas, parce qu'il avait fait comment on appelle ça, il avait écrit quelque chose qui est super bien. Moi, je trouve que franchement, ça résume vraiment la finalité. Tu fumes ta vie comme une cigarette. Non, c'est un petit texte que j'avais écrit lorsque j'avais 14 ans, parce que je fréquentais les gens, etc. Avec mon cousin, on passait nos soirées, voilà, à faire plus ou moins, lui à faire la fête plus ou moins. Mais c'est quelqu'un qui buvait pas d'alcool, qui prenait pas de substances, etc. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc à cette époque-là, il touchait à rien. Et on allait faire la java, quoi. Lui, il courait après les nanas, la musique, les copains, etc. Et on fréquentait un endroit qui était le terminus de Vincennes, sur les cours de Vincennes, tout au bout, à l'entrée du bois de Vincennes. Voilà, t'avais un café qui s'appelait le terminus de Vincennes, et on connaissait les deux frères qui étaient propriétaires et gérants. Des amis, d'ailleurs, qui roulaient en Harley à l'époque, etc. Donc, voilà le feeling, comment il est arrivé. Et c'était quelqu'un, ils avaient tellement de moyens et tellement de choses accessibles, qu'ils étaient blasés de tout ce que la vie pouvait leur proposer. Et à un moment donné, on a vu un des frangins partir avec son Harley, et jamais revenir. Donc ça m'a suscité une interpellation dans mon esprit, et de là, j'en ai tiré
un enseignement que j'ai voulu mettre sur papier à travers un ressenti et qui aujourd'hui, m'aide encore aujourd'hui parce que quelque part, à travers les mots et la chanson telle qu'elle est, la musicalité de la chose, il y a toujours cette création qui a été diffusée par Hachem. Voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Hachem qui est venu traduire mes ressentis pour que je puisse, moi, les coucher sur papier. En gros, ça donnait, il a fumé sa vie comme s'il fumait un joint, et lorsqu'il eut fini, et lorsqu'il eut le temps, il s'enfuyait si vite, il s'enfuyait si loin. Loin des bruits des avions, de vos cités dortoirs, avec vos grands couloirs, etc., etc., etc. Ça c'est la fin, et au début c'est, je vais vous raconter l'histoire d'un pauvre paumé qui a jamais su quoi faire contre la société, en reprenant le malaise de la jeunesse et des anciens, le choc des générations, etc. Donc, oh là là, c'est bon. Hein, qui a jamais su quoi faire contre la société, mais avant que vous sachiez, ce mec-là, c'était mon pote, pauvre Jimmy, parce qu'il s'appelait Jimmy, il a fumé sa vie comme s'il fumait un joint, etc. Et lorsqu'il est parti, alors il y en a qui cassent tout, dans les couloirs du métro, il y en a qui se masturbent l'esprit ou bien autre chose. Donc à un moment donné, comprenez bien la démarche. Signé par Hervé Pascal Palermo. Non mais je vous mettrai le texte intégral en entier quelque part. Je l'ai déjà mis sur internet, mais apparemment les gens n'ont pas compris. Mais bon, il y a une puissance dans les mots, dans la musicalité de la chose, qui ne m'appartient pas. Et qui fait que, comme une chanson qui va être répétée sans arrêt, j'ai 2-3 morceaux comme ça, ou simplement des phrases musicales qui ont une accroche divine. Moi, il paraît que chez les juifs, ça se dit pas divin. Le mot divin ne se dit pas. Ah bon? Mais bon, aujourd'hui, vu la vie qu'on mène, le divin, on le cherche. Malheureusement, quand on n'a pas les yeux pour voir tous les miracles qui se passent à chaque seconde ou à chaque dixième de seconde autour de nous, l'expression du divin, on la cherche. Voilà. Alors qu'en réalité, il est à nos côtés. Il se montre tous les jours, à chaque instant. Il suffit d'avoir l'œil adéquat pour le poser dessus et le voir. Déjà, chaque respiration, imagine-toi que chaque respiration, quoi, déjà. Quand tu te réveilles. Bon, on va continuer, ouais. C'est fini, là? Non, c'est pas fini. Alors, quand on écrit un acte de Haritza ou le contrat de mariage d'une Yevama, on trace des lignes à l'emplacement où l'on écrit des versets de la Torah. Car il est interdit d'écrire 3 mots de la Torah sans ligne. Une Yevama qui a accompli la Haritza, juste une parenthèse, j'ai compris pourquoi elle lui disait de faire les lignes au rabbin. Pour apprendre le hébreu. Parce que, tu vois? Elle disait pas, car il est interdit d'écrire 3 mots de la Torah sans ligne. Une Yevama qui a accompli la Haritza a le droit de se remarier le jour de sa Haritza, étant donné qu'elle n'accomplit la Haritza qu'au terme de 90 jours, depuis la mort de son mari. Voilà, oui, parce que notre cher ex-grand rabbin de Nice, quand il est arrivé à Perpignan, il a voulu donner des cours d'hébreu, etc. Et il a réuni tout le monde en leur prenant un certain nombre de billets, en disant, voilà, je vais vous donner des cours d'hébreu. Il a commencé à écrire au tableau, et il y a une personne dans la salle qui s'est levée, qui était professeur des écoles, et qui lui a dit, monsieur, quand on donne des leçons d'écriture, comme pour former les lettres, etc., il est toujours bien d'encadrer ça avec des lignes, une structure linéaire pour pouvoir cadrer les lettres, la taille, la grandeur, la largeur, etc. Et cette Brel, il a fait, oui, c'est vrai, mais ici, en l'occurrence, on le fera pas. Voilà, c'était 7 € les cours des cours d'hébreu. Donc, faut savoir qu'à un moment donné, s'il y a des gens qui ont arrêté, du moins, qui même pas qui ont arrêté, mais qu'on n'a pas le temps de prendre des cours d'hébreu, c'est parce qu'on n'a pas les bons professeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des gens en face qui veulent pas apprendre aux autres. C'est-à-dire que la personne, elle est quand même payée, nourrie, logée, et qu'en plus, elle veut s'en mettre plein les poches. Et diffuser un minimum de connaissances, simplement pour que vous soyez asservis à lui. C'est-à-dire que la connaissance qu'il vous diffuse, elle est mise à caution
en fonction de ce que lui veut vous donner, il veut vous expliquer ou pas. Bah déjà, il avait mis, du moins, il a mis une classe avec des niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y en avait, ils savaient... Oui, d'accord, excusez. Non, mais bon, voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'à un moment donné, s'il y a des gens qui se sont éloignés de la Torah, c'est pas pour rien et c'est pas dû forcément à leur faute. À leur faute, quoi. Donc voilà. Alors, Sefer Nashim, loi relative au Hiboum et à la Khalitsa, chapitre 5. Un Yavam qui a donné un acte de divorce à sa Yavama avant d'avoir accompli le Hiboum ou la Khalitsa, il a disqualifié. Elle a ainsi que ses rivales pour lui et pour les autres frères, car elle est considérée comme s'il avait accompli la Khalitsa avec elle. L'acte de divorce n'a été fait que sur la Yavama que par ordre rabbinique, puisqu'un acte de divorce opère la répudiation d'une femme mariée. Et tout acte de divorce par lequel un homme disqualifie sa femme pour se marier avec un Kohen disqualifie sa Yavama ou pour le hiboum. Mais elle n'est pas permise à un autre homme tant qu'il n'a pas accompli avec elle la Khalitsa. Le Mahamar, bien qu'il ne permette pas au Yavam d'acquérir véritablement la Yevama et qu'elle ne devienne pas par cela une véritable femme mariée, elle a besoin d'un acte de divorce de lui pour annuler le Mahamar. Mais elle ne devient pas permise à un autre homme qu'au moyen de la Khalitsa. Comment cela? Qui a procédé au Mahamar avec sa Yevama et ne veut pas avoir de rapport avec elle, doit lui écrire un acte de divorce car elle lui a été consacrée. Et il doit procéder à la Khalitsa avec elle afin de la rendre permise à un autre homme. Car une Yevama ne devient permise à un autre homme qu'après la possession charnelle par le Yavam ou après la Khalitsa. En revanche, le seul acte de divorce la disqualifie pour les hiboum, mais ne la rend pas permise à un autre homme. Et le Mahamar n'opère pas une acquisition véritable comme la possession charnelle. S'il a donné le Mahamar à sa Yevama, puis qu'il lui a donné un acte de divorce pour son Mahamar, dans ce cas, ce qu'il a fait, le Mahamar, il l'a annulé et elle est permise pour accomplir le hiboum. Il me semble qu'elle ne devient permise qu'à ses frères, mais celui qui lui a donné l'acte de divorce, elle lui est interdite. S'il a donné un acte de divorce à sa Yevama par son lien Zika, et non pour son Mahamar, il la disqualifie pour accomplir le hiboum avec lui-même et avec les autres frères, comme nous l'avons expliqué. Elle a besoin d'une part d'un acte de divorce pour annuler son Mahamar et d'autre part de la Khalitsa pour être permise à un autre homme. Le Mahamar donné à une Yevama en premier lieu sans être précédé d'autre chose et après lequel aucune autre chose n'a été faite si ce n'est la possession de la femme par celui qui lui a donné le Mahamar et est ce qu'on appelle un Mahamar valide. Et si le Mahamar a été procédé par un acte de divorce ou par une Khalitsa, soit ce Yavam ou d'un autre beau-frère, soit pour elle ou pour sa rivale, et de même, B, si le Mahamar a été procédé par une possession, soit par ce Yavam ou par son frère de cette femme ou de sa rivale, ou C, si le Mahamar a été suivi d'un acte de divorce ou de la Khalitsa, que soit elle ou sa rivale a reçu soit de ce Yavam ou de son frère, ou D, de ce Yavam ou de son frère a possédé sa rivale ou a donné à cette dernière un autre Mahamar, ou E, si le frère de ce Yavam lui a donné à elle la Yevama ou en question un autre Mahamar ou qu'il l'a possédé, dans tous ces cas, un tel Mahamar est ce qu'on appelle un Mahamar invalide, tant le Mahamar qui a été précédé par l'une de ces actions que le Mahamar qui a été suivi par celle-ci. Comment cela? S'il a donné un acte de divorce à sa Yevama ou a accompli la Khalitsa avec elle, puis que soit lui ou son frère ait donné un Mahamar soit à elle ou à sa rivale, ou bien B, s'il a eu des rapports avec sa Yevama ou lui a donné un Mahamar puisque ce soit lui ou son frère ait donné un autre Mahamar à son rival, ou encore C, s'il a donné un Mahamar à sa Yevama puis que son frère lui ait donné un autre Mahamar ou l'ait possédé, le Mahamar est invalide, tant le Mahamar du premier que celui du second. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était venu voir quand on est en train de parler. Tu apprends donc que le Mahamar qui était précédé par un autre Mahamar, un acte de divorce, une Khalitsa ou une relation charnelle, ou qu'il ait précédé l'une de ces choses, est un Mahamar invalide. La seule exception étant celui qui donne un Mahamar et qui procède sa Yevama après le Mahamar, ce qui est conforme à la loi. La possession par le Yavam de la Yevama qui intervient en premier lieu ou après le Mahamar qui a fait avec elle et qui n'a pas été précédée d'autre chose. Est-ce que l'on appelle une possession valide? Et si la possession a été précédée du Mahamar qu'elle a reçu de son frère à lui ou bien d'un acte de divorce que soit elle ou sa rivale a reçu soit de lui ou de son frère ou encore du Mahamar que sa rivale a reçu soit de lui ou de son frère, c'est ce qu'on appelle une possession invalide.
la ralissa que le yavam accomplit avec sa yevama en premier lieu. Si elle n'a pas été précédée par une autre chose, elle est appelée une ralissa supérieure. Et si la ralissa a été précédée par un acte de divorce ou par un mahamar, soit de ce yavam ou de son frère, que ce soit pour elle ou pour sa rivale, c'est ce qu'on appelle une ralissa inférieure. De nombreuses yevamot qui viennent d'un même foyer, dès lors que l'une d'entre elles a été possédée d'une manière valide ou a reçu une ralissa supérieure, toutes deviennent permises et le lien du yavam se retire d'elle. Et si l'une d'entre elles a été possédée d'une manière invalide ou a reçu un mahamar invalide, toutes deviennent interdites pour les hiboum. Celle qui a été possédée ou qui a reçu le mahamar a besoin d'un acte de divorce et chaque une d'entre elles a besoin d'une ralissa pour être permise à un autre homme, car le lien du hiboum ne disparaît pas par une possession invalide. Si l'une d'entre elles a reçu une ralissa inférieure, celle qui a reçu la ralissa est dès lors autorisée à se marier avec un autre homme, mais sa rivale n'a pas le droit jusqu'à ce qu'elle accomplisse elle aussi la ralissa ou jusqu'à ce que tous les frères accomplissent la ralissa avec celle qui a reçu cette ralissa inférieure. Car une ralissa inférieure n'ôte pas du foyer, c'est-à-dire de l'ensemble des épouses du défunt, le lien du hiboum jusqu'à ce que cette femme s'en retourne chez tous ses frères et que chacune d'entre elles accomplisse la ralissa. Toute yevama qui a été possédée par son yavam, soit d'une manière valide ou d'une manière invalide, même s'il l'a possédée après que lui et son frère accompli avec elle la ralissa, qu'il est possédé dans le but de l'acquérir au titre des liens de mariage ou au titre du hiboum, et même s'il a possédé la rivale après que lui et son frère a possédé de manière valide. La yevama, pour le hiboum, elle a besoin d'un acte de divorce car elle est devenue une femme mariée par cette possession. Et de même, toute yevama qui a reçu un mahamar, qu'il s'agit d'un mahamar valide ou d'un mahamar invalide, a besoin d'un acte de divorce du fait du mahamar, comme nous l'avons expliqué, et après seulement l'interdiction qui résulte du mahamar sera levée. Nous avons déjà dit qu'un acte de divorce ne repousse pas complètement la yevama et que, de même, le mahamar ne permet pas de l'acquérir complètement. En revanche, la possession opère une véritable acquisition et la ralissa repousse complètement la yevama. C'est pourquoi un acte de divorce remis à la yevama après un autre acte de divorce ou un mahamar après un autre mahamar produit des effets. En revanche, dans le cas d'une possession après une autre possession ou bien une ralissa après une autre ralissa, la dernière action n'a aucun effet. Et de même, un acte de divorce ou une ralissa après la possession sont sans effet. Comment cela? Un yavam qui a donné un acte de divorce à sa yevama et qui a de nouveau donné un acte de divorce à sa rivale, les proches parentes des deux lui sont interdits. De même, dans le cas de deux yavams qui ont donné deux actes de divorce à une même yevama, l'un après l'autre, elle est considérée comme répudiée par les deux et ses proches parentes à elles sont interdites aux deux. Et l'un d'eux accomplit la ralissa. De même, si l'un a donné un acte de divorce à sa yevama, puis que son frère a donné un acte de divorce à sa rivale, chacun a l'interdiction d'épouser les proches parents de celle à qui il a donné l'acte de divorce. Et il en va de même s'ils ont donné un mahamar l'un après l'autre, comme nous l'avons expliqué. En revanche, dans le cas A du yavam qui a accompli la ralissa pour sa yevama et qui a de nouveau accompli la ralissa pour sa rivale, que ce soit lui-même ou son frère, qui l'ait fait, et de même dans le cas B de deux yavam qui ont accompli l'un après l'autre la ralissa pour une seule et même yevama, la dernière ralissa n'a aucune valeur, et il n'est pas interdit à celui qui a fait la dernière ralissa d'épouser les proches parents de celle avec laquelle il a accompli la ralissa, car c'est comme s'il avait accompli la ralissa pour d'autres femmes qui n'ont pas de lien zika avec lui. Et de même, dans le cas de celui qui a possédé sa yevama, si lui ou son frère a ensuite accompli la ralissa avec elle ou avec sa rivale, cette ralissa n'a aucune valeur. De même, si son frère a ensuite donné... Qu'est-ce qu'il y a Si son frère a ensuite donné un acte de divorce à cette femme ou à sa rivale, cela n'est rien. De même, si son frère a ensuite donné le mahamar à cette femme ou s'il l'a possédé, c'est comme s'il n'avait rien fait. Dès lors que son frère l'a possédé en premier lieu, il l'a pleinement acquise pour femme et les kiddushi n'ont pas prise sur une femme mariée. Mais si le frère a donné un mahamar à la rivale de cette femme ou s'il a possédé la rivale, celle-ci a besoin d'un acte de divorce de lui, comme nous l'avons expliqué. Dans le cas où deux yavam ont accompli le hiboum avec deux yevamot issus d'un même foyer,
et l'on ne sait pas qui accomplit le hiboum en premier. Les deux divorceront avec un acte de divorce. Les deux femmes seront ainsi permises aux autres hommes et interdites à leurs beaux-frères. C'est pourquoi si Reuven se trouve à Jérusalem et a deux femmes, l'une à Akko et l'autre à Tsor, que Shimon son frère se trouve à Akko et Lévi son autre frère se trouve à Tsor, et qu'ils apprennent la mort de Reuven, la loi requiert qu'aucun d'entre eux n'accomplisse le hiboum avant que l'on sache ce qu'a fait son frère, de crainte qu'il ait pris les devants et accompli le hiboum. Si l'un d'eux a pris les devants et accompli le hiboum, on n'oblige pas à divorcer tant que l'on ne sait pas avec certitude que son frère a accompli le hiboum d'abord. Si l'un d'eux veut procéder à la ralissa avant que l'on sache ce qu'a fait son frère, on ne l'empêche pas. Un Yavam mineur âgé de 9 ans et un jour, son acte charnel a le même statut que le Mahamar d'un adulte, c'est-à-dire qu'il n'opère pas une véritable acquisition. Et le Mahamar d'un garçon de 9 ans et un jour, s'il a donné au début, il a fait et disqualifie le Yevama pour la frère adulte. Mais s'il a donné à la fin, il n'a aucune valeur. Et son acte de divorce et sa ralissa n'ont aucune valeur, que ce soit au début ou à la fin. Quel est le cas? Un garçon âgé de 9 ans et un jour qui a eu une relation avec sa Yevama ou qui lui a donné en premier lieu un Mahamar, il la disqualifie pour le hiboum avec les autres frères. En revanche, si le frère adulte a procédé au Mahamar avec sa Yevama et que son frère âgé de 9 ans et un jour et à son tour donné à celle-ci ou à sa rivale un Mahamar, il n'a rien fait, il ne l'a pas disqualifié pour le hiboum avec son frère adulte. Toutefois, si ce frère âgé de 9 ans et un jour a eu une relation avec elle ou avec sa rivale après le Mahamar de son frère adulte, avant que ce dernier ait des rapports avec elle, il a disqualifié pour le hiboum avec son frère adulte, comme dans le cas de deux adultes qui ont procédé au Mahamar l'un après l'autre, comme nous l'avons expliqué. Si un garçon âgé de 9 ans et un jour a eu une relation charnelle avec sa Yevama et que son frère adulte ait eu à son tour toute relation avec elle ou ait accompli la ralissa avec elle ou lui ait donné un acte de divorce, qu'il s'agisse d'elle ou de sa rivale, il la disqualifie pour son frère mineur. Et de même, si le mineur a eu ensuite une relation avec sa rivale ou si son autre frère âgé de 9 ans et un jour a eu une relation avec sa Yevama ou avec sa rivale, elle devient disqualifiée pour lui conformément à la loi relative à tout cas où ont eu lieu un Mahamar et un autre Mahamar. Un garçon âgé de 9 ans et un jour, qui a eu une relation avec sa Yevama et qui a atteint l'âge adulte. Il n'a pas eu de relation avec elle depuis qu'il a atteint l'âge adulte. Elle a besoin d'un acte de divorce et de la ralissa, un acte de divorce du fait de la relation qu'il a eu avec elle avant l'âge adulte, qui a été assimilé à Mahamar et la ralissa pour la rendre permise à un autre homme, car elle n'a pas été possédée d'une manière permettant de l'acquérir pleinement. Et s'il a eu une relation avec elle après avoir atteint l'âge adulte, elle a besoin d'un acte de divorce seulement. La loi est la même pour un garçon âgé de 9 ans et un jour, et pour un homme âgé de 20 ans qui n'a pas encore présenté de poils pubiens et qui n'a pas non plus présenté les signes d'un saris, comme nous l'avons expliqué au début de ce livre. Une mineure apte à refuser son mariage et une sourde muette, bien que les kiddushin de toutes les deux soient d'ordre rabbinique, comme nous l'avons expliqué, ce sont deux sortes de kiddushin. Une mineure a la possibilité d'être consacrée kiddushin afin que les gens n'agissent pas de manière indécente avec elle. Et ces kiddushin sont en suspens jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge adulte. Une sourde muette, les sages ont institué pour elle une possibilité de mariage afin qu'elle ne reste pas célibataire toute sa vie. C'est pourquoi, si toutes les Yevamot issues d'un même foyer sont mineures, ou si elles sont toutes sourdes et muettes, l'union de l'une d'entre elles avec le Yavam les libère toutes. Si l'une est sourde muette et l'autre mineure, l'union de l'une d'entre elles avec le Yavam ne libère pas sa rivale. Comment remédier à leur situation? On exhorte la mineure à procéder au refus mioum et le Yavam prend pour femme, au titre de hiboum, la sourde et muette. Et s'il désire la répudier, il lui crée un acte de divorce après avoir eu une relation avec elle. Elle deviendra ainsi permise à un autre homme. Si l'une est une femme majeure, douée de toutes ses facultés, Pika Art, et l'autre est sourde et muette, l'union de la ralissa de la femme douée de toutes ses facultés avec le Yavam libère celle qui est sourde et muette, mais l'union de la sourde et muette avec le Yavam ne libère pas celle qui est douée de toutes ses facultés, car les kiddushin de la sourde muette ne sont que d'ordre rabbinique. Et de même, dans le cas d'une femme majeure, du mineur, l'union ou la ralissa de celle qui est majeure avec le Yavam libère celle qui est mineure, tandis que l'union de celle qui est mineure avec le Yavam ne libère pas celle qui est majeure. Dans le cas où toutes les deux sont des mineurs aptes à refuser leur mariage, si le Yavam a eu une relation avec l'une d'elles et que
et que lui ou son frère a ensuite eu une relation avec la seconde, il n'a pas pour autant disqualifié la première. Néanmoins, on exhorte la seconde à procéder au refus miyun, et celui-là gardera sa yevama mineure qui a été possédée en premier lieu. Et il en va de même dans le cas où les deux yevamot sont une mineure et une adulte sourde et muette. Si le yevama a eu lieu en premier lieu une relation avec la mineure et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec la sourde muette, il n'a pas pour autant disqualifié la mineure, et la sourde muette a besoin d'un acte de divorce car l'union du mineur est supérieure à l'union d'une sourde muette, car la mineure sera apte ultérieurement, c'est pourquoi il gardera la mineure qui a été possédée en premier. Si le yavama a eu tout d'abord une relation avec la sourde muette et que lui ou son frère a eu ensuite une relation avec la mineure, il a disqualifié la sourde muette. On exhorte la mineure à signifier son refus miyun, et la sourde muette doit être répudiée avec un acte de divorce. Dans le cas où l'une est douée de toutes ses facultés et l'autre est sourde et muette, si le yavam a eu une relation avec celle qui est douée de toutes ses facultés, que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec la sourde et muette, il n'a pas disqualifié celle qui est douée de toutes ses facultés, et la sourde muette a besoin d'un acte de divorce. Si le yavam a eu une relation avec la sourde et muette et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec celle qui est douée de toutes ses facultés, il a disqualifié la sourde et muette. Cette dernière doit être répudiée avec un acte de divorce, et celle qui est douée de toutes ses facultés doit recevoir un acte de divorce et la ralitza. Et enfin, dans le cas où il y a une femme majeure et mineure, si le yavam a eu une relation avec celle qui est majeure et que lui ou son frère ait ensuite une relation avec celle qui est mineure, il n'a pas disqualifié celle qui est majeure. Et on exhorte celle qui est mineure à procéder au refus miyun. S'il a eu une relation avec celle qui est mineure et que lui ou son frère ait ensuite eu une relation avec celle qui est majeure, on apprend à la mineure à signifier son refus miyun, et il gardera celle qui est majeure car la possession de celle-ci fait qu'elle l'est pleinement acquise. Voilà.